La question juive est le catéchone à l'aube de la grande nuit. Huitième partie d'une série de vidéos. Bravo à ceux qui ont tenu jusqu'ici. Euh, la Weltanschauung, la vision du monde juive, est par essence impérialiste, quoique non universaliste. Cela peut paraître contradictoire de prime abord, mais cela n'est qu'une apparence. En tous les cas, ce modèle est anthropologiquement, c'est ce sur quoi j'ai insisté jusqu'ici, est anthropologiquement instable, non viable, car il invite à l'isolement et rend l'adhésion collective impossible en situation minoritaire. C'est exactement ce que l'on observe avec la montée de l'animosité contre les actions assassines menées par l'entité sioniste et ses affidés depuis près de 2 ans maintenant. Et hier, comme demain, cela finira nécessairement en sport de sang. Tout au long de l'histoire, les peuples qui ont accueilli les Juifs les ont régulièrement accusés d'antipatriotisme, de duplicité, de captation d'influence ou de collusion étrangère. Était-ce là un fantasme collectif ou alors ces griefs sont appuyés par des faits documentés constitutifs d'une réalité historique difficile à éluder? Des faits réels documentés ne doivent pas être niés. La collusion d'intérêts, l'espionnage, le lobbyisme, l'antipatriotisme existe. Il serait absurde et indigne de l'intelligence historique de prétendre que ces accusations portées contre l'idéologie sioniste et la vision matérialiste du monde par les Juifs, depuis au moins l'Antiquité romaine, relèveraient seulement du fantasme. Plusieurs faits établissent la collusion entre certaines figures juives et l'État d'Israël contre les intérêts de leurs États d'accueil. Par souci de concision, je vais citer que deux exemples, d'abord, enfin 2 ou 3 exemples, on verra. D'abord, il y a l'affaire, par exemple, l'affaire Jonathan Pollard, par exemple, aux États-Unis en 1985. Pollard, c'était un analyste du renseignement naval américain, juif, qui a transmis à Israël des milliers de documents classés. Et Israël a nié puis reconnu avoir commandité l'espionnage. Ça, c'est un cas qui est assez connu. Ensuite, vous connaissez aussi le cas du lobby AIPAC. C'est un puissant lobby bien documenté qui influence massivement le Congrès américain. Et le AIPAC fonctionne ouvertement sur un principe de soutien inconditionnel à l'entité sioniste, quels que soient les gouvernements qui sont mis en place au nom de la démocratie ou par les mécanismes démocratiques. Troisièmement, on peut citer par exemple les réseaux d'influence, de lobbying et d'action polémique en France, par exemple. Il y a les cas comme l'affaire Technion, les transferts de technologies militaires dans les années 50-60, l'application de certains cercles liés à l'ORTF ou à Dassault, sans même mentionner le lobby du CRIF, les milices communautaires telles que la LDJ et leurs lâches agressions, ou encore Elnet, qui est une antenne relais sioniste qui promeut les liens entre l'Europe et l'entité sioniste. Je pourrais également évoquer le cosmopolitisme d'un certain nombre de figures juives dans les élites financières, médiatiques et intellectuelles. Durant la seconde moitié du 19e siècle, certaines élites juives, les Rothschild, les Warburg, Schiffs, Lazare, etc., ont développé des réseaux transnationaux qui dépassaient les frontières des États-nations. À l'époque déjà, cela choquait les conceptions nationales classiques fondées sur l'allégeance exclusive. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas tant le cosmopolitisme ici qui est dommageable et sujet à administration, mais une conception problématique de la loyauté, souvent liée à une culture diasporique qui fait le lit d'une convergence entre ce cosmopolitisme et une idéologie de l'élection ethno-religieuse qui rend tout dialogue sur l'universel difficile, voire impossible. Mais est-ce que ce constat résiste à la critique qui lui opposerait quelques faiblesses politiques, car le constat essentialiserait, confondrait ce qui relève de la responsabilité individuelle ou des mécanismes de pouvoir particuliers avec une responsabilité collective. À mes yeux, le nœud de ce monde se trouve justement dans la faiblesse d'esprit
si caractéristique de cette communauté et des différents groupes qui, tout au long de l'histoire, sont venus grossir les rangs de ce maelstrom de fanatisme et de bouffées délirantes. Lorsque, par exemple, la dite communauté est en position de force, profitant alors d'une caractéristique bien humaine et somme toute honorable, qui est la compassion face à l'horreur vécue. Je dis bien différents groupes pour bien insister sur le fait qu'il n'y a pas de biologie ici. Il n'est nullement question de génétique, même si dans l'esprit étriqué et profondément polémique de ces oiseaux, on retrouve le discours établissant l'ascendance de la judéité par le sang et la lignée maternelle. Mais cela reste une religion au sens stricto sensu, puisque religion en latin, c'est res ligio, c'est ce qui lie, ce qui lie les choses, hein, ce qui nous lie entre nous, la chose qui nous lie. Et en l'occurrence, c'est bien la notion de mon sang et du sang d'autrui qui est en jeu. Et plus explicitement, mon sang, ma vie, mon être béni, élu au détriment de celui d'autrui qui lui est maudit. Donc, pas de génétique, j'insiste là-dessus, dans le discours que je tiens. Les Juifs dans l'histoire ont été tour à tour des nègres, des orientaux, des hyperboréens, que l'on considère seulement par exemple les lieux d'émergence et ou de convergence ou de conversion. Je pense notamment à l'Égypte antique des pharaons, au pays de Punt, je pense au Sinaï et à la dernière vague de conversion des élites dirigeantes khazars dans les steppes pontiques caspiennes. On pourrait même évoquer ce phénomène que personne n'a vu venir mais qui fera son bout de chemin, j'en suis presque persuadé, à savoir la conversion de certains nègres d'Afrique à cette religion si problématique. Comme quoi, il en est parmi les nègres qui ont cette propension, cette tentation à se donner une destinée manifeste faite de plaintes, de victimisation, de complaintes, de suppliques éternelles, de pleurs. Et bref, rien de commun avec une véritable volonté de puissance qui passe d'abord et toujours par la connaissance de soi-même. Gnosis oiton, le gouvernement de soi d'abord, celui des autres, pardon. Ensuite, il faut relire pour cela Le gouvernement de soi et des autres de Michel Foucault, justement, qui est une transcription de ses tout derniers cours au Collège de France. Où on voit justement comment il développe cette question fascinante. En l'état, la structure mémorielle victimaire qui caractérise la Weltanschauung, la vision du monde juif, est incompatible avec l'exercice du pouvoir et plus précisément une gouvernementalité numérique, celle de laquelle nous évoluons, n'est-ce pas, où le pouvoir algorithmique ne se voit pas et est invisible et ghosté. Et c'est fort simple à comprendre au demeurant. Dans l'hypothèse invraisemblable où les juifs et l'entité politique qui prétend les représenter, l'entité sioniste, aurait, plus qu'aucun autre groupe, souffert d'une exclusion insupportable, à partir du moment où ce groupe accède à une position d'influence ou de domination, il doit reconnaître sa puissance actuelle au nom de sa prétendue souffrance passée. Et le refus de cette reconnaissance crée une sorte de dissonance mentale, une dissonance morale précisément, qui nourrit le ressentiment chez les autres groupes. Ils sont puissants, se disent-ils, mais ils nous disent qu'ils sont les seuls à souffrir. Le principe du point de vue que je viens de développer est évidemment l'art de gouverner, la gouvernementalité telle qu'on la retrouve chez Platon déjà, et dans les écrits relatifs au genre littéraire du miroir, des traités d'éthique, de conseils et de marches à suivre, des viatiques à l'usage des chefs d'État et des princes, etc. On consultera donc sans modération le Kitab al-Tibr, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, le miroir du prince et le conseil au roi de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, et il y a aussi Machiavel et le prince, ou encore le miroir politique contenant diverses manières de gouverner et de policer les républiques de Guillaume de la Perrière, un littérateur de la Renaissance qui a été largement étudié par Michel Foucault justement dans sécurité, territoire, etc. Donc la dissonance morale que ressent le vulgus pecus, donc le commun des mortels, montre bien en quoi Immanuel Kant avait raison lorsqu'il parlait de bon sens moral populaire, puisqu'il est, il est loisible à toutes les personnes de bonne volonté de voir le dévoiement
de la souveraineté dans son principe autoréférentiel et que l'on peut rattacher cette souveraineté autoréférentielle à Machiavel, la principauté et les conseils aux princes, etc. Le dévoiement au profit d'une gouvernementalité qui vise à utiliser des tactiques plutôt que des lois, ou à la limite d'utiliser au maximum des lois comme des tactiques, ce qui est parfaitement illustré par les lois mémorielles et la sacro-sainte Shoah en compétition avec le 7 octobre 2023, qui est la date où l'univers a basculé, ou presque l'univers a commencé, hein, le dies mirabilis, le jour merveilleux par excellence. On va continuer dans une 9e partie, mais je vous promets que ça risque d'être du lourd, quoi. Donc abonnez-vous pour être tenu au courant de la sortie de la 9e partie. Et je m'excuse